et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est le premier épisode du mois de septembre 2024. Après la petite pause du mois d'août, la pause pendant laquelle je vous ai proposé des pratiques. Donc j'espère que ces pratiques de l'été vous ont nourri, vous ont fait du bien, vous ont permis d'explorer de nouvelles choses au niveau de vos mémoires familiales et du transgénérationnel. Pour cet épisode de rentrée, je ne vais pas forcément vous parler d'un sujet transgénérationnel en particulier, en tout cas pas dans le détail, mais je vais plutôt en aborder plusieurs en vous partageant un peu mes prises de conscience de cet été, mes apprentissages de l'été, un petit peu comment j'ai mesuré finalement ce sur quoi j'avais avancé dans mon cheminement personnel et grâce évidemment au transgénérationnel et au travail que j'ai pu faire ces dernières années, que ce soit en constellation familiale, en breathwork ou avec d'autres pratiques, d'autres approches. J'ai vraiment mesuré cet été certains sujets sur lesquels j'avais avancé et puis certains sujets sur lesquels j'avais encore sans doute du chemin à faire et on en a tous. Donc cet épisode, pourquoi pas simplement pour vous partager je suis contente, j'ai avancé sur ci et sur ça, même si c'est important aussi de célébrer ces avancées quand on transforme des choses, quand on libère, quand on cherche à se développer différemment, mais aussi pour que vous puissiez mesurer en fait concrètement à quoi ça sert de travailler le transgénérationnel. Est-ce que c'est juste poser un regard sur le passé et aller fouiner dans le passé de nos ancêtres ou est-ce que c'est pour servir notre quotidien ? Et moi, c'est vraiment cette croyance que j'ai, c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que j'accompagne, c'est pour ça que je continue moi-même à poser des constellations pour moi, sur mon histoire, parce que je peux mesurer aujourd'hui à quel point le travail en transgénérationnel vient changer des choses concrètes dans mon présent et du coup influence également évidemment mon futur. Donc je me suis dit que c'était intéressant de voir un petit peu ce qui avait bougé, ce que j'avais pu observer, les différents domaines, quel lien moi je faisais avec mon histoire familiale, pour que vous puissiez peut-être aussi prendre du recul sur vous et peut-être observer des choses que vous n'aviez pas forcément observées avant aussi, qui ont bougé et qui peuvent être en lien avec le transgénérationnel. Alors, cet été, je vais vous parler principalement du mois d'août et de la période de vacances pendant laquelle je suis partie du coup en famille avec mon amoureux et avec ma fille. On est partis au Portugal tous les trois puisque c'est le pays d'origine de mon amoureux, en tout cas de ses parents, qui sont nés là-bas et qui sont ensuite venus en France avant que lui-même naisse. Lui, il est né en France. Et du coup, on a été au Portugal, on a été dans la maison de famille, dans le village familial, et puis on a aussi bougé à d'autres endroits. La première chose que j'ai pu mesurer et qui est très concrète pour moi, c'est comment je me suis sentie en arrivant au Portugal, qui est un pays étranger, par rapport à l'année dernière où c'était pour moi la première fois que je mettais les pieds au Portugal. Et c'était plus ou moins la première fois aussi que je sortais de France. Alors ça peut vous paraître complètement aberrant d'écouter ça, sachant que je suis de la team 1986, donc je ne vous dirai pas mon âge, mais si vous calculez, je ne suis pas non plus très jeune. Et mis à part 2 voyages scolaires, un en Angleterre et un en Allemagne, et puis un été où je suis partie à Barcelone, et avec le recul, je me demande encore comment j'ai fait à cette époque-là pour partir en Espagne, avec des amis. Mais j'étais jeune, alors on va dire que c'est ça, que c'était l'insouciance de la jeunesse. Je n'étais jamais sortie de France en fait. J'ai jamais voyagé, j'ai pris l'avion donc une fois pour aller en Espagne, et c'est tout, et j'en ai absolument aucun souvenir. Je pense que j'étais tellement déconnectée de mon corps à ce moment-là que de toute façon, j'ai rien compris à ce qui se passait. Donc on va dire que c'était la première fois que je sortais de France avec la capacité de poser de la conscience sur ce que j'étais en train de vivre. Et en fait, je n'avais pas mesuré à quel point ça allait être un challenge jusqu'à ce que j'arrive au Portugal. Donc là, je parle de l'été dernier. Quand je suis arrivée au Portugal l'été dernier, déjà j'avais besoin, avant de partir, de tout savoir. J'avais posé beaucoup de questions à mon amoureux sur la maison dans laquelle on allait aller, sur le village. J'avais essayé d'apprendre quelques mots, mais c'est une langue qui est compliquée pour moi, donc ça a du mal à rentrer.
Et voilà, j'avais vraiment ce besoin déjà pour me rassurer, pour me sécuriser au maximum, peut-être dans une idée de contrôler les choses aussi, d'avoir des informations. Et quand on est arrivé là-bas, les premiers jours, je peux le dire maintenant avec l'observation que j'en ai fait, le recul que j'ai pris dessus, mais sur le coup, je n'en avais pas forcément conscience. Mon système nerveux s'est complètement dérégulé, c'est-à-dire que j'étais dans un état, je ne sais pas si c'est un état de dissociation, ou en tout cas pas du tout connecté à mon corps et les émotions qui étaient un petit peu sans dessus-dessous. Donc les premiers jours, je m'agaçais très vite. J'avais encore ce besoin de contrôler, de savoir où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait faire, de chercher des choses à l'avance, là où on allait, pour savoir exactement dans quel endroit précis on allait aller, etc. Donc vraiment incapacité à me détendre, à être dans le lâcher-prise, dans l'accueil, alors que c'était quand même les vacances. Donc il y avait quand même une dissonance assez forte. Et vraiment une difficulté en fait à être pleinement connectée à mon corps et connectée à ce qui se passait pour moi. Et au bout de quelques jours dans cet état-là, je me suis dit que c'était pas possible que ça continue comme ça parce que c'était pénible pour tout le monde. Donc j'ai pris un temps, je me suis posée avec moi-même, j'ai respiré, etc. Et j'ai accueilli une vague d'émotions sans vraiment savoir d'où elle venait sur le coup. J'ai fait le lien peu après avec le fait que, je crois que j'en ai déjà parlé dans un des premiers podcasts, mais dans ma famille, dans ma lignée maternelle en tout cas, puisque pour l'instant c'est ce que j'ai été explorer principalement, la seule fois où mes ancêtres, les femmes de ma famille, ont quitté le pays, c'était donc à l'époque de mon arrière-grand-mère, et donc ma grand-mère a quitté le pays avec sa mère pour partir en Algérie. Ça a été un déchirement parce qu'elles ont laissé de la famille ici, notamment mon arrière-arrière-grand-mère, la mère de mon arrière-grand-mère, qui était malade et qui est décédée peu de temps après leur départ. Et surtout, en Algérie, ça a été très compliqué puisqu'elles ont été abandonnées par mon arrière-grand-père, qu'elles se sont retrouvées seules, sans argent, etc. Enfin, ça a été une expérience assez traumatique. Ce qui fait que ma grand-mère, par la suite, n'est jamais repartie ailleurs qu'en France. Ma mère non plus n'a jamais voyagé et du coup, moi, j'avais jamais voyagé non plus, ou en tout cas très très peu. Et c'est en tout cas ce que j'observe aujourd'hui avec le recul. C'est comme si finalement, cette mémoire cellulaire de sortir de France, ça peut être dangereux, qui plus est avec un homme, donc vraiment dans le même schéma que mon arrière-grand-mère, avec un homme, avec un enfant. Et potentiellement, est-ce que je peux être moi aussi peut-être abandonnée ici, me retrouver ici? Alors ça peut paraître démesuré comme comparaison parce que le contexte n'était pas du tout le même et qu'il y a toujours la possibilité de rentrer en France, peu importe ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je l'ai interprété à ce moment-là, que j'étais en train finalement de revivre peut-être une peur qui ne m'appartenait pas, qui n'était pas la mienne. Donc j'ai pu accueillir ces émotions-là à ce moment-là et il se trouve que cette année, du coup, j'ai pas du tout vécu l'expérience de la même manière. Alors on peut se dire aussi que c'est parce que c'était un endroit que maintenant je connaissais puisque j'y avais été déjà une fois et j'ai eu l'occasion de retourner au Portugal d'ailleurs au mois de mai de cette année pour une retraite. Mais voilà, c'est déjà la première chose qui m'a marquée, c'est que j'ai pas du tout vécu l'arrivée dans un pays que je ne connaissais pas de la même manière. Pourtant, je connaissais pas forcément plus les lieux où on allait aller. J'ai pas forcément évolué beaucoup non plus sur la langue. Mais voilà, il y a quand même une barrière et une peur qui s'est levée. Donc ça a l'air de rien et peut-être que ça vous fait sourire parce que peut-être que pour vous, c'est rien du tout et que vous êtes des grands voyageurs. Mais sachez que pour moi, ça a été quand même un challenge. Mais depuis cette année, du coup, j'ai envie de voyager de nouveau. J'ai envie d'aller visiter d'autres pays. Donc, je sens qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui s'est levé. Donc ça, c'est déjà la première chose. Ce qui a été aussi très intéressant pour moi, ça a été l'observation consciente, en fait, de la dynamique des relations et des dynamiques familiales. C'est-à-dire que depuis plus d'1 an maintenant que je travaille avec les constellations, j'ai commencé à adopter une vision systémique de mon quotidien et de la vie tout court en fait. Une vision systémique, c'est quoi? C'est vraiment ce qu'on va voir dans les constellations, c'est-à-dire le fait de prendre du recul, prendre de la hauteur sur ce qui se joue, donc sur une dynamique, sur un événement, sur une relation, sur une situation, et voir les liens justement à l'intérieur du système, entre les différents systèmes, entre les différentes personnes, etc.
c'est une vision vraiment globale en fait du monde qui est vraiment voilà, cette idée de faire un pas de recul ou de prendre de la hauteur, peu importe comment on a envie de l'exprimer, mais c'est vraiment d'aller voir au-delà de ce qui est dit, au-delà de ce qui est partagé, justement ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas. Et ça a été très intéressant pour moi, avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas ou avec qui j'ai été en contact, d'écouter, d'observer les dynamiques quand on parle voilà, de telle grand-mère, de telle tante, de tel frère, ou peu importe de qui on parle, d'écouter les jugements, les étiquettes qui peuvent être posées parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu certains événements qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à digérer. Et en étant dans cette écoute, tout comme je le fais évidemment dans mes séances avec les personnes que j'accompagne, de pouvoir regarder au-delà des histoires qui sont racontées. Et c'est une approche qui m'a fait du bien cet été, particulièrement parce que j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Donc forcément, il n'y a pas de jugement dès le départ, on ne connaît pas la personne. Et en écoutant ces histoires, du coup, je trouve que ça permet d'être encore plus dans le non-jugement, encore plus dans l'accueil de l'autre, dans ce qu'il partage. Parce que quand j'écoute les autres me parler avec cette approche systémique, je pars du principe que je ne sais pas ce que vit ou ce qu'a vécu cette personne pour parler de ça, et je ne sais pas non plus ce que vit ou ce qu'a vécu la personne dont parle mon interlocuteur. Donc, je ne vais ni prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, je ne vais pas moi-même poser des étiquettes, je ne vais pas moi-même poser de jugement, je vais me faire mon propre jugement en rencontrant les personnes concernées. Et je peux aussi potentiellement permettre à la personne qui me parle d'adopter ce regard-là si c'est une demande ou si l'échange m'amène là-dessus. Donc ça a été intéressant. Je me suis un peu sentie à certains moments en mode déformation professionnelle parce que du coup, c'est une vision qui est devenue naturelle en fait. Donc je prends automatiquement cette posture-là aujourd'hui. Après, évidemment, je ne suis pas dans le conseil non sollicité parce que je respecte le consentement de chacun. Donc si c'est juste un échange comme ça, je ne vais pas partager quoi que ce soit, donner mon avis ou autre. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour moi, j'ai trouvé ça intéressant d'être vraiment dans cette posture d'accueil en fait, tout simplement, et de me dire je ne sais pas ce que l'autre vit pour me dire ça, et je ne sais pas ce que la personne qui l'a blessé a vécu pour avoir réagi comme ça. Alors évidemment, cette vision systémique, cette vision des constellations familiales, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une vision bienveillante aussi de l'autre, de l'humain, des relations humaines. C'est toujours plus facile avec ceux qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais j'ai juste envie de rappeler ici que ça vaut pour tout le monde et que du coup, ça vaut aussi pour ceux qui nous ont fait du mal. La personne qui m'a fait du mal, peu importe qui elle est, si elle fait partie de mon système familial, peut-être même que c'est mes parents, je ne sais pas ce que cette personne a vécu. Je ne sais pas comment elle l'a vécu, je ne sais pas quelles sont ses blessures. Et comme je le dis souvent, ça n'excuse pas un comportement, mais ça l'explique. Ça permet simplement d'avoir une vision différente. Voilà, donc cette vision systémique qui m'a accompagnée du coup tout l'été. Et puis j'ai envie de dire la dernière chose qui a été importante aussi pour moi cet été, ça a été vraiment le sujet, et je crois que si je fais un petit parallèle astrologique, c'est quand même un sujet d'actualité, donc peut-être que ça va vous parler aussi. C'est la question des besoins, la question de savoir reconnaître d'abord et exprimer nos besoins fondamentaux, nos besoins personnels, d'être capable de les exprimer, d'être capable de les poser à l'autre, notamment dans la relation, quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, pour qu'ils soient entendus, pour qu'ils soient pris en compte déjà par nous-mêmes, après par l'autre, c'est une autre étape et elle n'est pas forcément nécessaire, mais que nous-mêmes, on puisse déjà prendre en considération ses besoins personnels et se respecter en fait. Et donc moi, cette question des besoins, elle s'est posée dans mon couple. Et là aussi, ça m'a permis de voir comment j'avais évolué sur la notion de couple. Il faut savoir que quand j'ai rencontré mon amoureux actuel, donc il y a plus de 3 ans maintenant, ça fait 3 ans et demi qu'on se connaît, je sortais donc d'une séparation et d'une longue période pour ne pas dire depuis toute ma vie, une période de dépendance affective tout simplement, où j'avais rarement été seule.
Et quand j'étais en couple, j'avais l'impression que seule, finalement, je ne pouvais rien faire, alors même que je manifestais une hyper-indépendance assez forte. Voilà, en donnant l'impression que j'avais besoin de personne, alors que j'étais complètement dépendante affective. Donc c'est quand même très intéressant en termes de, en termes de système de fonctionnement. Du coup, cet été, la question des besoins fondamentaux, de mes besoins en tout cas, s'est vraiment posée, puisque voilà, selon le rythme de nos vacances, ce qu'on a vécu, moi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en adéquation avec mes besoins. J'avais besoin, moi, pour ces vacances, de calme, j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin d'apprentissage, j'avais envie de nourrir voilà, du temps de formation, de lecture, etc. Et en fait, je n'ai pas trouvé ces espaces-là et le rythme qu'on avait choisi pour ces vacances ensemble ne m'a pas convenu et n'a pas répondu à mes besoins. Et je me suis rendu compte cet été, alors ça fait déjà un petit moment que je chemine sur les besoins et que j'arrive à les reconnaître déjà pour moi, mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais capable de les nommer et de les exprimer clairement à l'autre, donc dans le cadre, en tout cas pour moi, du couple, que j'étais capable de les poser sans colère, dans le calme, et surtout sans accuser l'autre, sans rejeter la faute sur l'autre, le fait que mes besoins ne soient pas remplis, sans demander non plus à l'autre de changer pour répondre à mes propres besoins. Donc sans attente, en fait, tout simplement, sans attente de l'autre en tout cas, mais simplement pour que ces besoins soient nommés, pour qu'ils soient verbalisés et que certains puissent être rejoints, en tout cas si c'est possible. Et ça, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi parce que, on va dire que mon mode de fonctionnement naturel, c'était plutôt d'être capable de les reconnaître, de les exprimer, mais parfois avec de la colère, parfois en reprochant à l'autre de ne pas avoir fait en sorte que ses besoins soient rejoints, et parfois en attendant de l'autre, du coup, des changements, voilà, en ayant des exigences aussi parfois envers l'autre, et puis à certains moments aussi en ayant peur que l'autre peut-être parte si j'exprime clairement ce qui ne me convient pas, peut-être que l'autre m'abandonne. Donc là aussi, je peux faire ce parallèle avec, j'en ai parlé dans le 2e épisode de ce podcast un peu plus longuement, mais tout le travail que j'ai fait autour des relations entre le féminin et le masculin dans ma lignée maternelle. Je reviens toujours à cette arrière-grand-mère et cet arrière-grand-père parce que pour moi, leur histoire, elle a été vraiment au cœur et sans doute à la racine de beaucoup de blessures qui se sont perpétuées ensuite dans les systèmes de couple, dans certains systèmes de couple, en tout cas de ma lignée. Et je vois dans cette question des besoins, je vois mon arrière-grand-mère, finalement, je reviens toujours à elle, qui a suivi mon arrière-grand-père en Algérie, alors que peut-être ce n'était pas son besoin à elle. Elle l'a suivi avec ses filles et pour le coup, elle a été abandonnée, même si elle ne l'a pas forcément cherché, en tout cas dans ce que je sais de son histoire. Et du coup, je pense que j'ai aussi longtemps porté cette peur d'être seule, du coup, cette peur aussi de comment peut réagir l'autre si je lui exprime les choses, comment peut réagir l'autre si j'exprime mes besoins, si peut-être je dis non à certaines choses qui ne sont pas en adéquation avec mes besoins. Et cet été, du coup, j'ai senti que c'était OK. J'ai senti que le plus important, finalement, c'était moi-même de faire en sorte de répondre à ces besoins-là, sans attendre quoi que ce soit, finalement, de l'autre, et sans peur non plus. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, j'ai osé aussi exprimer à mon amoureux que peut-être l'année prochaine, pour que ce soit plus fluide pour chacun et que justement les besoins de chacun puissent être rejoints, peut-être que pendant une semaine, on partirait sur des destinations différentes pour répondre chacun à nos besoins qui sont différents avant de se retrouver pour le reste des vacances. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est complètement OK. Et il y a encore un an, ça aurait été inconcevable. Parce que je me serais dit, mais si on part séparés, ça veut dire qu'on s'aime plus, ça veut dire que peut-être il va me quitter, peut-être même qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre pendant ses vacances. Enfin, j'aurais pu partir dans une espèce de névrose paranoïaque.
Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, je sais que le plus important, c'est qu'on puisse chacun respecter nos propres besoins. Et tout comme moi, je respecte les miens, je lui souhaite à lui aussi de pouvoir respecter les siens, tout en trouvant un équilibre aussi à notre relation. Donc ça a été aussi un bel enseignement de cet été, dans l'inconfort du coup, puisque mes besoins n'étaient pas rejoints. Donc il y a eu quand même des contractions et de l'inconfort à certains moments. Mais ça m'a permis de me rendre compte de cette évolution qui avait été faite et que je dois aussi à tout le travail que j'ai fait de guérison de cette lignée maternelle et surtout, plus que de la guérison, de rendre à chacun son histoire. Cette arrière-grand-mère, je vous en parle beaucoup, j'en ai beaucoup parlé dans les podcasts précédents, et puis mon arrière-grand-père aussi, parce que c'est vraiment une relation qui m'a énormément marquée, qui a eu énormément d'impact sur moi et sur celle que j'ai été. Et aujourd'hui, ces arrière-grands-parents, je les honore, je les reconnais, j'ai reconnu ce qu'ils avaient vécu l'un et l'autre, et il n'y a pas de coupable et ni de victime dans cette histoire, mais surtout, je leur ai rendu leur histoire. Je leur ai rendu à chacun ce qui leur appartenait. Et du coup, autant les peurs de mon arrière-grand-mère de quitter le pays et d'être abandonnée par son mari, de se retrouver seule, etc., je les ai portées, je les ai ressenties. Elles m'ont bloquée à certains moments, elles ont provoqué beaucoup de peur, beaucoup de colère en moi. Ces peurs-là ont fait que certaines relations n'ont pas fonctionné, dans le passé en tout cas. Et aujourd'hui, cette histoire, je sais que ce n'est pas la mienne. Je sais qu'elle fait partie de l'histoire de ma famille, qu'elle a eu de l'influence à un moment donné. Mais surtout après cet été, je me rends compte que c'est vraiment plus une histoire que je porte. Alors, il y a certainement d'autres choses encore qui ont besoin d'être vues, évidemment, mais là-dessus, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est pacifié, qui a été rendu acquis de droit et que je n'ai plus à porter sur les épaules. Et ça pacifie quand même beaucoup ma relation à moi-même et ma relation à l'autre. Donc voilà un petit peu les 3 points que j'avais envie d'aborder dans cet épisode de rentrée, pour que voilà, vous puissiez aussi mesurer un petit peu parfois sur des petites choses, comment le transgénérationnel peut nous impacter ou nous avoir impacté, comment on peut se rendre compte aussi de ce sur quoi on avance. Et je vous dis, parfois c'est des détails, mais des détails qui comptent. Et on oublie, moi en tout cas j'oublie souvent de me poser, de regarder un petit peu en arrière. Donc là, ce podcast, c'était l'occasion parce que j'ai pu observer tout ça et j'avais vraiment envie de laisser une trace aussi de ce parcours. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager vos ressentis en commentaire ou par message privé, par mail, peu importe, vous savez où me trouver. Et puis la semaine prochaine, du coup, dans le prochain épisode, je reprendrai des thématiques un petit peu plus théoriques sur le transgénérationnel. Donc on va aborder comme ça encore différents sujets pour cette nouvelle année scolaire avec le podcast. À bientôt.